Moi, l'objectif que je m'étais fixé, c'est de viser le 1 million en 2026. On a fait que 150, là, on doit être à 200 000 euros signés, là. On a fait quelques upsells. Comme moi, j'ai créé ma boîte en sortie d'école, patiné en fait au début pendant, je pense, 4-5 mois, juste novembre, décembre, où ça a commencé à prendre. En novembre, décembre, on avait quelques clients, on était peut-être à 2500 euros, 3000. Janvier, on avait signé pour 15 000 euros. Donc là, sur les derniers mois, donc peut-être le mois de mai, on a fait 50 000 euros de chiffre d'affaires. Contenu que tu faisais gratuitement. J'ai commencé à checker les listes et je me suis dit, bon, faut que je monte en compétence sur la liste. J'avais 10 rendez-vous par semaine, c'était période janvier-février. Et j'ai fait énormément de campagnes, et donc, notamment grâce à toi. Les plus gros clients, entre 50 et 100 000 pour l'instant. Peut-être que demain, ce sera plus. Hello Léonard, la forme? C'est Valentin. Ça va et toi? Yes. Hop. Alors, je pense que la connexion Wi-Fi est pas excellente, mais je pense que la qualité de ce qu'on va dire va la compenser. Léonard, qu'est-ce que tu fais quitter et surtout, on va dire, pourquoi tu es là aujourd'hui? Je m'appelle Léonard. Je suis fondateur d'une agence ou un studio, comme j'aime bien dire, qui s'appelle Impulse Lab. Et nous, on crée des applications sur mesure, donc en utilisant notamment les technologies du web, qui utilisent et en fait mettent l'intelligence artificielle au profit des entreprises qu'on accompagne. Et dans le même sens, on forme également donc nos clients, on va dire démocratiser l'IA dans leur entreprise, à on va dire comprendre où est-ce que l'état de l'art de l'IA est. Et pour nous, ce qui est très important, c'est d'être nous-mêmes au courant et du coup à l'état de l'art de ce qui se fait en intelligence artificielle. Donc d'être le cordonnier bien chaussé, même si je pense qu'on pourrait l'être encore mieux, pour pouvoir le mieux conseiller nos clients et pas recommander des choses qu'on n'utilise pas au quotidien et qu'on teste pas. Et pourquoi tu es là aujourd'hui selon toi? C'est quoi un petit peu, on va dire, tes faits d'armes? C'est une bonne question. Euh, je pense que ce qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est que je suis quelqu'un qui lâche pas, on va dire, les choses. Même si, encore une fois, c'est comme tout, hein, c'est des choses où tu peux en être encore meilleur. Mais déjà, il y a ça et s'entourer de bonnes personnes. Je pense que c'est important. Et j'ai été, et de manière générale, je suis quelqu'un qui, on va dire, a une plutôt forte tolérance au risque et à investir dans des choses qui me permettent peut-être demain de faire x10, x20, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi de savoir quand tu fais de l'entrepreneuriat, accepter le risque, parce que quand tu te lances, c'est un risque. Mais je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent et qui, une fois qu'ils ont un petit truc qui marche, ils essaient de dérisquer au maximum et de la jouer safe. Moi, c'est pas trop mon état d'esprit. Mon état d'esprit, c'est plutôt de me dire si jamais je suis là, comment demain je fais x10 et comment demain je peux, on va dire, mettre toutes les armes de mon côté pour pouvoir y arriver. Et justement, est-ce que tu as fait x10? Parce que du coup, il y a 6 mois, tu faisais plus ou moins combien de chiffre d'affaires, on va dire, par mois? Et actuellement, là, tu as signé combien récemment? Et ça a été quoi un peu l'évolution? Alors, il y a 6 mois, pour un peu avoir de l'historique, moi j'ai créé la boîte, enfin techniquement j'ai créé l'entreprise, la structure légale en mars 2025. Et j'ai commencé à m'investir dedans full time à partir de août 2025. Et donc c'est à ce moment-là vraiment que je marque la création de la boîte. Et au début, comme moi j'ai créé ma boîte en sortie d'école, j'ai pas du tout pris, on va dire, enfin je suis pas parti avec des références. J'ai une grosse expérience en freelance, mais en fait je suis parti un peu j'ai choisi le mode difficile. Et donc du coup on a patiné en fait au début pendant je pense 4-5 mois jusqu'à on va dire novembre, décembre où ça a commencé à prendre. En novembre-décembre, on avait quelques clients, on était peut-être à 2500, 3000, un peu plus par mois. Et donc là, Q1, enfin de manière générale depuis début 2026, on a signé 200 000 euros de chiffre d'affaires. Enfin 200 000 euros de bon de commande plutôt, pas de chiffre d'affaires. C'est beau. Et du coup, là, alors mensuel, du coup, ça sera un abus de langage parce que c'est pas vraiment du mensuel. Mais aux dernières nouvelles, quand c'était enfin un call, en fait, t'es à entre 30 et 50 cas par mois, non, là, au dernier mois? C'est ça, exactement. C'est- C'était quoi un Donc peu dans ces l'évolution, je sais pas, eaux-là. ouais, décembre, janvier, février, etc. C'était quoi un peu l'évolution? Alors janvier, on avait signé pour peut-être 15 000 euros, quelque chose comme ça, enfin sur le mois de janvier entre guillemets.
Si on, enfin décembre, en gros, décembre pour moi le mois il compte pas. Ça, enfin, je dis ça, mais c'est parce que bon, Noël, les gens partent en vacances, c'est pas le bon moment. Les projets ils commençaient en janvier. Donc décembre, on a fait quelque chose comme peut-être 2005, 3000 euros. Ensuite, on a eu deux projets donc, qui ont commencé en janvier qui nous ont permis d'avancer. Donc là, sur les derniers mois, donc peut-être le mois de mai, on a fait 50 000 euros de chiffre d'affaires, même peut-être un peu plus. C'est beau. Et c'est parti pour faire au moins autant, voire pareil sur les prochains? Bah, moi, l'objectif que je m'étais fixé, c'est de viser le 1 million en 2026, ce qui est ultra ambitieux. Mais en fait, quand tu as des ambitions, il faut toujours aller chercher la limite de l'impossible. Et si tu n'y arrives pas, bah, tu seras bien, quoi. C'est pas, tu seras dans des Exact. zones qui sont, on va dire, qui sont des bons objectifs aussi, en fait. Donc, je pense que l'année 2026, en étant conservateur, je pense la clôturer à minimum 500 000 euros de chiffre d'affaires. Magnifique. Et sur ces 200 000 euros signés, par exemple, je sais pas à quel point c'est trop confidentiel et à quel point tu peux encore déjà traquer ça. Tu as combien de marge? Parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de gens, et moi le premier qui voit beaucoup de fondateurs, Mm. surtout quand tu as un cabinet d'IA avec des développeurs qui coûtent cher, etc., que tu payes en freelance, voire en CDI, dans ton cas, tu peux te retrouver en fait avec un 200 000 euros qui est stylé, on va dire, sur 3 à 4 mois, mais avec 10, 20% de marge, on va dire, si tu es vraiment excellent. Comment tu te situes Mm. par rapport à ça? Bah, je pense marge juste sur, on va dire, les développeurs donc qui sont staffés sur l'émission. Je suis à 50%, mais c'est pas vrai de dire ça parce que bah, t'oublies en fait plein de trucs. Moi aussi, je passe du temps sur les projets. Et comme je l'ai dit, moi, je suis quelqu'un qui j'ai envie de faire accélérer la boîte, donc je vais investir beaucoup de mon temps et je vais pas forcément, enfin, je me rémunère pas encore. En tout cas, c'est pas une priorité pour moi de me rémunérer pour l'instant. Mais du coup, voilà, si jamais on prend en compte, on va dire, tous les frais annexes, les coûts d'IA, on a une boîte d'IA, on utilise beaucoup d'IA en interne, les coûts fixes d'hébergement, des choses comme ça, on doit être peut-être à 30% de marge. Et après, bon, il y a tout ce qui est coûts Bien. d'acquisition, marketing, etc. Et on tente des trucs qui marchent pas aussi. On a tenté des canaux d'acquisition qui n'ont pas marché. Mais je pense que c'est important de prendre le risque de tester, de voir sur, on va dire, un laps de temps assez long si ça marche. Et en tout cas, au début, c'est super important enfin, je sais pas si on peut appeler ça du courage, mais d'avoir la curiosité au moins de tester des choses. Ouais, de fou. Et pour constituer un petit peu, par exemple, ton chiffre d'affaires, tes plus gros clients, ça représente combien de chiffre d'affaires? Et à quel point tu as beaucoup de clients ou au final, tu as juste une petite poignée de clients qui te payent très cher? Ouais. Mais on a un peu des deux en fait. On a des clients, en fait, on a deux types de choses qu'on fait pour nos clients. On a des clients qu'on a en retainer, donc qu'on accompagne sur du long terme, qui sont en fait pas une grosse partie de notre chiffre d'affaires, mais qui sont quand même des clients qui sont importants pour nous, parce que moi ça me prend pas de manière générale à mon équipe énormément de temps. Donc c'est des clients, on va plus, on va dire, les aider à mettre de l'IA, mais on va pas exécuter pour eux. Donc c'est sous du format de consulting. Et ensuite, bah, il y a les clients où on développe pour eux. Donc ces clients-là représentent la majeure partie de mon chiffre d'affaires. Et donc pour l'instant, au total, on doit avoir entre 10 et 15 clients, quelque chose comme ça. J'ai pas le compte exact en tête, mais voilà, on est dans ces eaux-là. L'objectif pour moi, c'est aussi de diversifier, de pouvoir avoir des nouveaux clients, garder les clients que j'ai actuellement, essayer de les accompagner sur le long terme et pouvoir construire une relation de confiance avec eux. Ça, c'est super important et c'est comme ça que moi j'ai créé mon entreprise. Je voulais pas juste faire des projets one shot par-ci par-là et rajouter donc voilà, des nouveaux clients qui vont scaler par rapport aussi à la bande passante qu'on a nous en interne. Et nous, une agence, c'est delivery constraint. Donc malheureusement, on peut pas faire des miracles là-dessus à part s'il y a demain passe un step, ce qui va sûrement arriver. Mais voilà. Super intéressant. Et tes plus gros clients, ils te rapportent combien? Les plus gros clients, entre 50 et 100 000 pour l'instant. Peut-être que demain sera plus. Parce que, justement, je te posais la question parce que je trouve ça intéressant vraiment parce que tu as 10-15 clients sous gestion, tu as signé 200K depuis 2026, donc depuis 4-5 mois. Et en fait, ouais, tu as 3 clients qui font, on va dire, au moins 50% de ton chiffre d'affaires, voire même un peu plus, quoi. C'est ça. Et dans ces cas-là, alors bon après ça peut partir un peu en consulting, mais j'ai pas envie d'aller dans cette branche-là. On a d'autres sujets à parler sur ta réussite, mais mini question. Moi, ce que je pourrais te conseiller, c'est à quel point c'est pertinent du coup de regarder, de garder tous ces clients en retainer,
même si du coup ils font pas mal de marge, etc., c'est facile à délivrer. Si trois de tes clients te font 150 000 euros, à quel point c'est intéressant de garder tous les autres? Euh, à quel point c'est intéressant? En fait, la manière dont j'essaie de voir les choses, après, tous les autres, je suis d'accord que, enfin, par exemple, sur des formats de consulting, c'est des clients qui vont me prendre une journée par mois de travail. Euh, donc c'est pas non plus, tu as Tu des factures combien investissements de temps. par jour en consulting? Alors, sur les jours en consulting, on est à 1 200 € par jour. Ok. C'est pas si cher que ça au final, enfin ça va, c'est honnête. Ouais, c'est dans les prix du marché. Ouais. Mais enfin, dans le sens où après nous on est une boîte qui se lance, donc on peut pas non plus, on n'a pas la crédibilité encore d'aller chercher, on va dire, soit des clients qui ont beaucoup plus de budget, ou on va dire d'augmenter très drastiquement et d'être directement en haut du panier. Moi, à terme, j'ai envie d'avoir enfin, que ce soit dans l'expérience client, que ce soit dans l'offre et dans, on va dire, la qualité de ce qu'on fait, d'être vraiment un partenaire qui se positionne comme premium pour les entreprises qu'on accompagne, et d'être au plus haut niveau d'exigence qu'on pourrait être, bien évidemment, vis-à-vis de nous-mêmes, etc. C'est pas quelque chose qui se fait en un an, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Et pourquoi pour revenir à la question initiale, pourquoi je continue avec eux? Parce que quand j'ai créé mon entreprise, moi j'ai envie de, on va dire, pas lâcher mes clients, leur donner enfin, les armes, entre guillemets, et leur montrer que je suis là, peu importe, entre guillemets, combien ils me rapportent. Et c'est ça, pour moi, l'ADN de mon entreprise. C'est si un client décide de nous faire confiance aujourd'hui et que il décide de travailler avec nous, de donner notre chance et qu'il pense qu'on a de la valeur à lui apporter, bah, nous derrière, on veut lui rendre ça euh, décuple. Euh, donc voilà en tout cas comment j'aborde la chose et surtout d'être là pour lui sur le long terme, se positionner vraiment comme le partenaire IA des entreprises sur le long terme et de pouvoir en fait les accompagner dans toute leur évolution. Et c'est ça aussi qui est beau, c'est que des clients que j'accompagne en consulting, de voir comment eux ils évoluent, qui traitent des problématiques, de rencontrer les équipes en présentiel, ça c'est quelque chose qui est important pour moi, de voir les gens. Et dans un monde où même si nous on fait de l'IA, dans un monde où tu vois, l'IA est en train de remplacer tellement de choses et que moi je suis convaincu que demain c'est des IA qui vont acheter des IA, ça va arriver vite. Hein. Je pense que pour ces entreprises-là, avoir de l'humain et avoir quelqu'un et une entreprise qui est capable de les suivre et qui se disent que bah, s'il y a une merde, ils seront là. Si jamais il y a une urgence le week-end, bah, on serait capable de réagir aussi. Je pense que ça a de la valeur et que demain, sur le positionnement que je veux avoir et la manière dont j'ai envie de construire la boîte, ça fait du sens. Ouais, 100%. Il y a deux choses surtout très importantes que tu partages. Première, c'est le vrai sujet quand tu es une agence comme la tienne, c'est de garder tes clients longtemps. C'est faire en sorte que, en gros, leur département IA, leur département, on va dire un peu technique, automation selon eux, ça soit du coup une boîte extérieure, ce qui soit comme vous, et que pour eux, dans 3 mois, ils bosseront avec vous, dans un an, ils bosseront avec vous, dans 2 ans, c'est pareil, tu vois. Ça, c'est le gros sujet parce que quand tu fais du one shot en IA, enfin, tu peux pas, ça prend tellement de temps à construire une relation avec un client, là où tu gagnes beaucoup d'argent, et c'est ce qui commence à arriver pour toi, parce que du coup, tes clients bossent avec toi sur le long terme. Et là où du coup, tu as été bon, et du coup, on reparlera un petit peu de la partie, on va dire, ce qu'on a mis en place sur la partie acquisition, quel choix, quel canal tu as testé, quel canal qui a marché ou non. C'est aussi avoir des clients de confiance qui bossent avec toi longtemps, mais qui ont du cash et qui sont quand même des grosses boîtes. Parce que beaucoup aussi font ça avec des petites PME qui, au final, ont pas beaucoup à investir. Toi, tu as quand même des clients qui peuvent te donner, on va dire, 100 000 euros, voire beaucoup plus sur le long terme. Là, ça commence à être intéressant. Bien sûr. En fait, dans l'idée, enfin, comme j'ai dit, à mon stade de développement, aller chercher donc des plus gros, pas plus gros poissons, je sais pas si on va appeler ça les plus gros poissons, mais aller chercher on va dire des clients qui ont plus de moyens pour faire des choses plus ambitieuses, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Euh, et je pense que, en tout cas en France, il faut y aller étape par étape. Enfin, c'est ce que je ressens dans le marché, en fait. C'est un peu ma vision des choses. Peut-être que c'est une croyance limitante. Et bon, ça, on reparlera un petit peu après des canaux mis en place, etc. Mais dans l'idée, ce qui est important, voilà, en dehors de l'argent que ça va me rapporter, c'est le positionnement. Qu'est-ce que moi j'ai envie, enfin, c'est quoi Impulse Lab? Qui est-ce qu'on a envie d'être pour nos clients? Qu'est-ce qu'on apporte, tu vois? Et c'est ça qui est important pour moi, c'est vraiment construire ce positionnement sur le long terme. Ça touche à la brand, ça touche au positionnement. Nous, on a rédigé un brand book où on dit bon bah nous en fait on veut être ça concrètement. Et moi aussi c'est aligné avec ma vision sur du long terme. Je pense que l'ambition de mon entreprise c'est vraiment d'être vu déjà comme
j'ai envie d'être vu comme les meilleurs sur ces domaines-là, sur ces sujets-là. Je pense qu'aujourd'hui, on a une expertise qui est très pointue et qu'on est toujours dans, on va dire, le challenge de notre propre expertise et dans, on va dire, l'amélioration continue. Et comme c'est un domaine qui va tellement vite, en fait, c'est un nécessaire dans ce domaine-là. Mais faire l'effort de le faire et de le transmettre même au sein de l'équipe, d'avoir cette culture, c'est important. Et dans un deuxième temps, pouvoir montrer que on est un partenaire de confiance, qu'on ne lâche pas nos clients. Et ça vaut aussi pour la politique qu'on a en interne. Donc qu'on va être là pour eux. Moi, je sais qu'une agence, c'est un people's business. C'est les personnes qui sont avec moi, qui m'ont fait confiance, qui me suivent en fait et qui ont envie de bosser avec moi, qui sont contentes de bosser avec moi. Ces personnes-là, j'ai envie de prendre soin d'elles. J'ai envie de leur montrer que demain, si jamais elles ont une galère, je pourrais être là pour eux aussi. Et ça va dans les deux sens. Et c'est comme ça que moi j'ai envie de construire mon entreprise. C'est convictions personnelles et c'est en plus enfin, quand moi je vois en fait le futur de ma boîte. Et donc j'ai envie de le mettre au centre, que ça reste dans nos valeurs fondamentales. C'est beau. Très bon pitch, très bon pitch. Et avant de poser des questions plus précises sur la partie acquisition et concrètement enfin, ce qui s'est passé sur la partie vente, acquisition, structure, c'était quoi là, du coup le changement que tu as eu sur la partie équipe? Parce que c'est vrai que quand on a débuté, tu étais on va dire solo avec un fondateur plus ou moins on va dire tous les deux freelance il me semble. Je crois que tu racontes un petit peu dans quelle situation tu étais quand tu as rejoint l'accompagnement, que tu étais encore au début, à quel point ça évolue et combien tu as de personnes maintenant en interne ou en freelance. Ouais. Donc nous on est deux associés. Donc deux associés techniques en plus. Enfin, moi je suis développeur et ingénieur de métier. Lui aussi il est développeur plus tech que moi. Lui il va encore plus loin dans les trucs. Donc vraiment deux associés techniques. On a commencé avec un alternant. Et aujourd'hui, donc, on va prendre notre premier CDI et donc un développeur. Et en plus de ça, on est là, on est 8 dans l'équipe maintenant. Ça avance bien. On a, on va dire, 50% de freelance. Après, l'objectif avec les personnes qu'on prend en freelance, c'est à un moment de les garder sur le long terme dans l'entreprise. Et ça, bon, il y a le côté légal, il y a le côté vision, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais donc on a commencé à recruter à partir de, on va dire, ouais, janvier 2026, quand on a commencé à monter en charge. Et c'était un moment assez compliqué parce que le recrutement, nous, on a mis beaucoup de choses en place dans la partie tech pour qu'on aille, le plus vite possible et qu'on en fait, conditionne l'environnement de travail avec l'intelligence artificielle. C'était important de construire autour de ça. Et donc, ce qui fait que par rapport à d'autres boîtes, même si tu sais développer très bien avec les outils du marché, et ben nous, on a quand même des outils en plus qui nécessitent un certain apprentissage. Et donc, il y a un coût d'onboarding qui est quand même assez lourd par rapport à d'autres boîtes. Donc Ouais. ça, nous, on a eu beaucoup de mal dessus et c'était compliqué de trouver des personnes qui, on va dire, étaient aussi à la hauteur de nos attentes sur ces sujets. Et question, alors, dis-moi si c'est trop perso, t'as quel âge? Parce que c'est vrai que t'as l'air, on va dire, très mature. On a pas mal parlé, tu vois, sur la partie, on va dire, c'est quoi ta vision, à quel point tu veux, on va dire, avoir une vraie structure. Et je te pose la question parce que, enfin, c'est un peu aussi l'idée de l'accompagnement off-band, c'est pour ça que je t'en parle. C'est, je veux bosser qu'avec des jeunes fondateurs qui sont jeunes, mais qui sont très smart et qui, en fait, sont à la frontière entre, je veux pas du B2B old school, tu vois, qui peut être un petit peu ennuyant, on va dire, mais je suis pas dans le make money fast online, etc. Je peux scammer tout le monde. Là, du coup, t'es jeune, t'es ambitieux, tu veux faire une grosse boîte. Et je serais curieux de savoir ton âge, parce que je la devine, mais je sais pas exactement. Je crois que tu m'as jamais demandé. Toi, tu me donnes quel Non. âge là? Comment? Bah, je sais pas, je veux dire, je sais que t'as quand même fini tes études, donc je sais que les études, ça, Mm. ça prend du temps, malheureusement. Ouais, donc, je pense que t'as au moins 24, donc je dirais 25, mais je pense pas, enfin, ouais, pas beaucoup plus, pas beaucoup moins, je pense. J'ai 25. J'ai 25, je vais avoir 26 en août. Magnifique, c'est beau, voilà. Ah, c'est... Trop fort. Bon, après, bon, je connaissais un peu ton parcours, c'était plus simple. Ouais. Hop. Et, et justement, en termes, alors plus sur la partie acquisition, là actuellement, tu tournes à combien de rendez-vous par semaine ou par mois? Et c'était comment un petit peu l'évolution de la partie acquisition, nombre de rendez-vous que tu as eu? Mm. En fait, nombre de rendez-vous, moi c'était un petit peu spécial parce que j'ai eu en gros une grosse période où du coup j'ai beaucoup moins de travail là j'avais beaucoup de rendez-vous par semaine, j'avais 10 rendez-vous par semaine, c'était période janvier-février et j'avais fait énormément en fait de campagnes et donc, notamment grâce à toi, grâce à Clay, Lemlist, etc. Où j'ai fait énormément d'outbound en cold email et un peu sur LinkedIn aussi. Et Du coup, ensuite, là-dessus, ouais, attends, avant que je passe à autre chose, tu tournais quand même juste avec la partie uniquement cold email sans rien d'autre, à 10 rendez-vous par semaine avec ça? ouais.
Après, j'ai envoyé une tonne de mails, hein. Ouais, bah oui, mais c'est beau. Et t'avais un taux de closing à combien si tu le traquais déjà à l'époque? Alors, je me doute que toi, c'était Au taux de closing début, alors je le plus bas et traquais long. pas. Je le Ouais. traquais pas. C'était un moment où, en gros, bah, du coup, les rendez-vous, j'essaye de craquer les choses un peu par étapes. Et donc, du coup, au départ, c'était bah, l'acquisition. Et après, l'acquisition, tu avais la conversion. Donc, la conversion, c'est un truc que je travaille encore aujourd'hui. Mais sur l'acquisition, en fait, bon, je te donne un ordre d'idée. J'avais un taux de closing, je pense, de 10% ou de 5%. Vraiment, c'était assez faible. Sur les rendez-vous, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de leads où j'ai mal follow-up, etc. Il y avait des no-shows aussi, des choses comme ça. Par contre, ce qui, moi, m'a beaucoup aidé, après, pour toutes les boîtes, bah, faut qu'on soit dans la même ville, entre guillemets, mais c'est de voir les gens en vrai. Donc, avoir un rendez-vous en présentiel, s'ils ont des bureaux, aller chez eux, ou si jamais ils n'ont pas de bureau, pouvoir prendre je sais pas, un coworking et de se voir, quoi. Je pense que c'est important. Et là, sur toutes les personnes que j'ai vues en vrai, j'ai un taux de closing de 90%. J'espère que le futur me donnera pas tort. Attends, quoi? 90% de taux de closing? Ouais, sur les mecs, tous les mecs, en gros, il y a juste, je crois qu'il y a une personne que j'ai vue en vrai où ça l'a pas fait. Mais ça l'a pas fait pas pour les raisons qui sont, on va dire, c'était juste des raisons de budget, quoi. Donc c'était Et peut-être une mauvaise qualif, tu vois. c'est le taux de closing des budgets à combien par client? Plus ou moins? Ça dépend en vrai ça dépend des projets. Je pense panier moyen, 15-20 000. Quand même, ouais, c'est des beaux paniers moyens hein, par client, ouais. Après, tu vois, en fait, il y a très peu de personnes qui le font ça, voir les gens en vrai. Euh, Tout le monde aime bien, tu vois, la visio, etc. S'ils sont sur Paris, en fait, enfin, moi je suis sur Paris, voyons-nous, quoi. Ouais. C'est là et même de manière générale dans le rendez-vous, si jamais tu fais un rendez-vous en présentiel, t'as tellement de choses qui s'ajoutent que t'as pas si jamais tu le fais pas. Donc moi, pour, on va dire, un projet qui va peut-être me rapporter 15-20 000, moi je me déplace. Et même en vrai, je me déplace à Lyon s'il faut. Enfin, c'est pas Ouais, loin, quoi. Et pour 20 000, enfin, si jamais t'as un projet à 20 000 et t'as 970 de le closer, tu peux aller à Lyon. Effectivement, tu peux y aller. Oui, je peux aller à Lyon, carrément. Carrément. Après, peut-être que dans le futur, ça va descendre, ça va monter, je sais pas, hein. Mais en tout cas, sur les personnes que j'ai vues en vrai, bah, ça s'est bien passé et je pense que ça a beaucoup aidé. Enfin, je suis 100% d'accord, hein. De toute façon, je t'apprends rien vu que tu viens dans un mois d'ailleurs, jour pour jour, tu viens à Budapest ici pour le Mastermind of Band. Effectivement, enfin, il y a un. Mm. D'ailleurs, prochaine vidéoconférence en présentiel, il y a beaucoup de choses que tu peux pas faire en visio, que tu peux faire en Mm. présentiel, c'est certain. Ah, j'ai une meilleure connexion peut-être. Ouais, c'est ça, au moins, ça sera en direct, tu pourras venir ici, ce sera plus simple. Alors, et sur la partie acquisition, donc, qu'est-ce que tu as testé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quel résultat tu as eu? Parce que du coup, je me rappelle, on avait débuté sur la partie cold email, on avait testé d'autres choses, je suis chaud que tu en parles un Mm. petit peu. Ouais. Alors Cold Email, j'ai testé pas mal de trucs. Donc jusqu'à, on va dire, le moment où j'ai trop de projets. En fait, on a trop signé un moment et on a dû faire beaucoup de prod. Et donc là, j'ai eu moins le temps pour me concentrer sur ça. Mais Cold C'est Email, beau, en c'est gros, j'ai beau. testé pas mal de choses. Il y a, en fait, je pense, la plupart de mes leads slash clients ou même on va dire, je sais pas si on peut appeler ça des partenaires, mais j'ai des personnes que j'ai contactées en octobre en cold email où bah, je suis encore en train de parler avec eux ou peut-être que demain on va travailler ensemble. Et donc il y a une grosse partie en fait cold email qui moi m'a aidé dans la manière dont toi tu structures tes séquences ou dans la manière dont on va dire bah, le sourcing des leads, je sais pas la qualification, tellement de sujets. Et en autre canaux que j'ai testé, donc j'ai testé Google Ads. Ça a marché, mais Juste, Google Ads en fait ça, ouais. parce que, juste avant que tu enchaînes sur Google Ads, c'est quoi le Mhm. pourcentage de CA que tu as rapporté la partie cold email là, sur tes clients actuels? Hum, je pense, ouais, 50%. Ah, et quand même, non mais parce que je voulais, ouais, bah, je le mettrai, je le mettrai dans le Ouais. trailer parce que, enfin, un moment, genre, cold email est mort, etc. Tu fais quand même Mm. genre 50% de ton CA slash du coup bah 200 000 depuis le début de l'année, tu vois, uniquement avec du cold email. Mm. Enfin, Ouais, c'est beau quoi. Et avec des gros projets, parce ouais. que certains aussi disent que le cold email tu peux pas signer des gens qualifiés. Bon, tu prouves le contraire. Mm. C'est ça. Après, bon, encore une fois, tu vois, enfin, il y a tellement de composantes. Je pense que je suis pas encore au top de ce que je peux faire en cold email, ni même en vente, etc. C'est un sujet où j'ai pas, malheureusement, comme je fais aussi de la prod, moins de temps de m'en préoccuper.
mais le cold email ça marche. Enfin, il y a le cold call qui marche très bien aussi. Ça dépend. Moi, je suis un peu moins fan du cold call. J'ai un peu plus de mal avec ça. Le cold email, bon, c'est un peu plus simple, mais je pense que ça marche le cold email. Je pense que il y a tellement de petits trucs bêtes qui font que tu peux avoir des meilleurs taux de conversion. Je vais pas mettre envoyer de mon iPhone à la fin. Ça, je l'ai pas tenté celle-là, mais faut que je la tente. Super bien. Ça Euh, marche, ça marche. donc il y a tellement de choses qui font qu'en fait le mail il marche bien, que si le mail il est bien écrit, qu'il est pertinent, si la personne elle sent que on va dire tu as fait ta due diligence d'une certaine manière, que bah, on va dire tu le targetes bien, quoi, que tu as beaucoup de clarté sur les problématiques que tu peux résoudre pour eux peut-être. Ça, je pense que c'est le plus important. Et après il y a plein de personnes qui, on va dire, donnent leur chance à du cold email, ou même moi, parfois ça m'arrive de répondre à du cold email quand c'est pertinent. Donc je pense que le cold email n'est pas mort. 100%. Et donc après, quel autre canal t'as testé et est-ce que ça a aussi bien marché que ça? Alors Google Ads, j'ai testé Google Ads sur un run de 3 mois. Ça m'a rapporté un client, mais sur Google Ads, le gros problème c'est que c'était beaucoup plus benchmarké sur de Google Ads que quand tu vas chercher les gens. Euh, et donc ça, c'est en fait le désavantage du cold email, c'est que derrière, tu as un gros travail en fait à faire enfin, tu réponds pas à un besoin de problématisation, etc. Alors que sur du Google Ads, bah, tu fais de la réponse à un besoin, c'est un peu le mode facile entre guillemets, mais par contre derrière, tu es quasiment à tous les coups dans un appel d'offres. En tout cas, on va dire sur les projets que moi j'adresse, c'est tout le temps le cas. J'ai pas eu d'inbound où il n'y avait pas de DAO, où je t'ai pas benchmarké, où on va dire je t'ai pas mis en concurrence. Et donc en fait, tu es plus dans leur logique d'achat que dans ta vente à toi, dans ton process de vente. Et donc, moi, je pense que pour des boîtes qui font du sur-mesure, comme ce que je fais, euh, pouvoir faire de l'outbound, que ce soit par du cold email ou par du cold call, ça a plus de valeur parce que tu vas pouvoir en fait mettre en place ton process de vente et les faire rentrer aussi dans un process qui, eux, va leur apporter de la valeur. Super intéressant, c'est 100%. Enfin, c'est ce que je m'efforce à dire et parfois en fait je trouve ça vraiment absurde tu vois, de comparer les leads en mode le SEO ça te rapporte tel lead, les ads tel lead et l'outbound tel lead. L'outbound encore une fois peu importe, c'est pas du call call, du cold email, du setting, il y a plein de manières de le faire. Parce que, alors certes, du coup, si jamais, et là du coup c'était un sujet actuel chez toi, la partie outbound, faut être qualifié, faut avoir des bons processus pour relancer la personne, pour on va dire Mm. l'éduquer au fur et à mesure parce qu'effectivement elle arrive, elle a pas de besoin. Par contre, moi, je préfère 1000 fois avoir des leads. Enfin, je pense, mine de rien, en fait, enfin, moi, c'est différent parce que ça vient du contenu. Donc, à la rigueur, c'est un peu différent. Mais genre, entre des leads SEO et Malte, où tu sais qu'en fait, tu vas te faire bombarder et tous tes prix vont te tirer vers le bas dans tous les cas parce que tu as au moins 4 concurrents qui ont proposé la même chose. L'outbound, tu peux vraiment être tout seul, quoi. Genre, c'est soit il bosse pas avec toi, enfin, soit il fait rien, soit il bosse avec toi. Il n'y a pas d'autres concurrents dans l'équation, quoi. En fait, ils peuvent quand même te benchmarker, mais ça arrive plus rarement. Mais je suis 100% d'accord. En fait, pour moi, et même, je pense que les meilleures stratégies, c'est pas des stratégies où tu auras, on va dire, qu'un seul canal. Moi, je pense que demain, enfin, ça touche à ce qu'on appelle du go-to-market. Moi, je pense que demain, ce qu'il faut, c'est un mix de plusieurs choses. Donc, pas utiliser des ads bêtement, mais faire du retargeting. Donc, d'avoir une liste que tu vas targeter en ads. Après, donc, ils vont se taper ton contenu. Une fois qu'ils voient ton contenu, après, tu leur envoies un mail et après, tu les appelles, etc. Et donc en fait, tu as plein de touch points avec la personne et tu es présent en fait dans leur enfin, comme toi tu dis très bien, tu les mets dans une bulle où ils voient que toi. Et là, là en fait, tu n'utilises pas qu'un seul canal d'acquisition, tu en as plein qui marchent ensemble et qui font que tu augmentes son niveau d'awareness sur toi, ton offre, ton entreprise, et que même si ce ne sera pas des clients demain, enfin aujourd'hui ce sera des clients demain. Ouais, 100%, 100%. Et dernier point sur la partie acquisition, parce qu'on a pas mal bossé aussi là-dessus. Alors, ça, je sais pas à quel point tu as été régulier là-dessus, parce que bon, pour excuse, comme tu as signé beaucoup, j'ai rien à dire. Mais sur la partie LinkedIn, c'est vrai qu'on avait revu un peu les posts, la stratégie, etc. C'est quoi un peu les retours dessus? Ah, j'ai pas assez pensé LinkedIn, j'ai pas été un bon élève. Ok. LinkedIn, en fait, il y a des moments où j'ai plus de dispo, du coup, je vais bosser dessus, et après, tac, tac. Ouais, c'est un peu en dents de scie. Euh, Moi, je pense que LinkedIn, en fait, j'ai l'impression, après, je pense que je suis totalement dans une bulle aussi, mais des personnes que je suis, etc., j'ai l'impression que c'est très, on va dire, tu vois, pas la startup nation, mais beaucoup d'entrepreneurs très jeunes, etc., qui vont vendre, enfin, je ne saurais pas comment l'expliquer avec des mots très clairs, mais
j'ai pas beaucoup en fait ma cible sur LinkedIn, en tout cas activement. Je la vois pas beaucoup dans des commentaires, dans tu vois peut-être que je suis pas connecté avec les bonnes personnes aussi, mais je pense que j'ai juste pas la vision dessus et que j'ai pas assez bossé le truc. Mais pour l'instant, c'est pas un canal que j'ai vraiment travaillé et où j'ai investi du temps et même oui, du temps, des ressources, etc. Euh, je souris parce que je sors d'un cas client, j'ai fait un cas client juste avec toi, c'est pour ça Mm. que j'étais en retard avec Mm. Louis. Ouais. Bon, peut-être que pour ceux qui l'ont écouté, Louis, du coup, lui, il fait du consultant en recyclage des déchets, gestion des déchets, ultra niché. Et effectivement, la réflexion, c'était, et enfin, il a rejoint l'accompagnement, il postait même pas sur LinkedIn, tu vois. Il a dit, bah, je vais pas poster sur LinkedIn, je parle à des directeurs industriels qui recyclent du verre, etc. Ça a aucun sens, tu vois, de faire ça, tu vois. Au final, on est vu un petit peu ensemble sur la partie LinkedIn. Il a fait des posts qui ont explosé, genre 35 rendez-vous par post. Genre, il fait un post, 35 rendez-vous et genre des dizaines de milliers d'euros de pipeline. Parce qu'en fait, euh, toute la partie active qu'on voit sur LinkedIn, effectivement, c'est que des jeunes en général qui n'ont pas beaucoup de budget, etc., juste qui like, qui commentent. Mais t'as quand même une vraie majorité, on va dire passive. C'est la fameuse 90% des gens juste, ils feront jamais un like, jamais un commentaire, mais ils sont là. Et là, il m'a dit, bah, j'ai fait un post qui a parlé du coup de qui a explosé sur comment recycler des verres pour les industriels. Genre, il y avait personne, hein, j'étais connecté avec personne. 35 rendez-vous et j'ai signé toutes ces personnes-là, tu vois. Parce que du coup, j'étais la seule personne, enfin, pas toutes, mais genre, enfin, insane, franchement, insane. Et évidemment, ça prend du temps, donc je pense que tu as d'autres priorités à faire avant ça. Et à chaque fois, c'est la question comment tu t'actives, entre guillemets, cette majorité silencieuse de CEO qui savent qu'ils sont en retard sur l'IA, qui sont de jeunes boîtes qui font plusieurs millions, mais il leur manque des systèmes. Peut-être qu'ils lacront jamais tes posts, ça c'est certain. Par contre, avec la bonne stratégie, en fait, ils peuvent, comme ils commentent ou comme ils interagissent avec ça, tous leurs copains CEO qui ont également des boîtes à plusieurs millions, ils peuvent checker ton post. Enfin, il y a vraiment un truc à faire là-dessus, mais ça prend du temps en tout cas. Enfin, Louis, c'était vraiment On fort. travaillera ça ensemble. Dès Carrément, que j'arrive à me carrément. libérer de tous mes sujets, tu m'as convaincu. Parce que, et d'ailleurs, justement, qu'est-ce qu'on avait un peu vu ensemble durant l'accompagnement? On avait pas mal de choses. C'est quoi un peu les points sur lesquels Mm. on va dire, on t'a le plus aidé? Euh, Outbound, premier. Donc outbound acquisition, générer des leads, donc l'emlist, tout ce que toi, tout ton contenu sur l'emlist, Clay aussi. Et ensuite, je pense que le deuxième point, c'est recrutement. En fait, c'est un tips bête, mais le fait de forcer les personnes à, on va dire, faire une vidéo, par exemple, c'est des trucs bêtes comme ça où tu penses pas forcément quand t'as la tête dans le guidon. Mais nous, ça nous a permis de faire pas mal de tri et de trouver un bon développeur à recruter notamment. Donc voilà, je pense que recrutement, acquisition, et ensuite, bon, il y a beaucoup de choses en fait qu'on a vues sur LinkedIn, mais LinkedIn, j'ai pas eu le temps de creuser le truc. Sur la partie recrutement, parce que c'est vrai que du coup, tu as recruté beaucoup de gens. Tu as fait combien de candidatures, combien d'offres d'appel, combien de rendez-vous pour recruter ces 8 personnes? Euh, Pas tant que ça en vrai, parce que du coup, les personnes qu'on avait étaient quand même assez qualifiées, et toutes les personnes qui refusaient de mettre une vidéo, en fait, hop, on les T'es triait. out. Donc en fait, on a eu, tu vois, on a eu un poste qui avait fait, on va dire, 25-30 candidatures, tu vois, c'est pas énorme. Et en fait, on a pu trier assez rapidement, leur donner un case study à réaliser avec notre stack, comment nous on travaille, etc., pour voir comment en fait ils pouvaient s'adapter à ça. Et très rapidement, il y a des profils qui sont sortis du lot. Et ensuite, sur la partie recrutement, donc ça c'est une autre chose bon, qui est pas forcément liée, mais moi je crois beaucoup en la sérendipité. Donc, enfin ce que disait Steve Jobs, enfin, de manière générale, tu vois, je vais donner un exemple, j'ai recruté quelqu'un en faisant un hackathon chez Mistral. Du coup, j'ai participé au hackathon Mistral, tu vois. Et quand j'ai fait ça, bah, souvent autour de moi, j'entends des trucs, mais ça va te servir à quoi, tu vois? C'est quoi l'intérêt de participer à ce hackathon-là? T'as d'autres choses à faire, tu dois servir tes clients et tout. Là, tu pars pour 36 heures de hackathon, tu vois, ça n'a pas de sens. Quelle décision de merde, en gros. Et en fait, au final, donc, j'ai fait ce hackathon-là. J'ai fait un post sur LinkedIn à la suite de ce hackathon et bah, j'ai une personne qui m'a contacté à la suite de ce hackathon qui m'a dit bah voilà, je trouve ultra cool ce que vous avez fait parce que je suis parti avec donc moi et Mathéo qui est mon alternant. Et à la suite de ça, bah, il m'a contacté, il m'a dit super cool ce que vous faites, c'était ultra bien en plus ce qu'on avait fait. On a discuté et au final, bah, maintenant on bosse ensemble depuis plus de 2 mois. Donc on va le prendre en CDI. Ah, c'est Donc lui, tu ok, vois, d'accord, ok. c'est ça. Magnifique. Donc connecting the dots. Et c'est ça, tu vois, c'est de la chance, c'est du hasard. Mais en fait,
Je pense qu'il y a des deux, tu vois. Il y a bah, les conseils que tu m'as donnés pour bah, structurer sur du recrutement, bien filtré, etc. Pour justement qu'on soit pas juste sous l'eau de candidature, parce que dès que tu fais une annonce, souvent tu as une pluie de candidatures parce que juste les gens cherchent du boulot, c'est normal. Mais d'un autre côté, je pense que avoir les deux et de placer de lancer des billes en fait à droite à gauche et que ce soit même sur la visibilité, parce que je pense que j'aurais pas posté sur LinkedIn si jamais bon, on n'avait pas bossé ensemble, parce que j'aurais pas autant travaillé en tout cas ce réseau, même si je l'ai pas vraiment travaillé. Donc c'est ces choses-là, je pense, qui ont fait des heureux hasards et que les bonnes personnes enfin que j'ai pu rencontrer les bonnes personnes. C'est vrai qu'en général, j'aime bien quand même enfin, enlever la partie chance. Enfin, t'es plus matheux que Oui, moi, en fait, c'est que des probas, quoi. Genre, à quel point t'as un dé qui est un peu biaisé vers la partie positive. T'as 50, c'est 1% de chance de gagner quand tu le lances et tu le lances tous les jours, quoi. Donc, je suis le, d'accord. t'as fait plein d'événements qui, je pense, t'aura rapporté. Celui-là t'a rapporté, pareil. Tu fais plein de posts qui servent à rien, mais t'as un post LinkedIn qui te rapporte Mm. soit 35 rendez-vous, soit du coup, on dirait une personne qualifiée. C'est toujours comme ça, quoi. C'est le volume. Faut faire du volume. Ouais, c'est ça. Ouais. Faut avoir de l'intensité dans les choses qu'on fait et pas abandonner au premier échec. Ou même aux 10 Exactement. premiers échecs. Et dernière question là-dessus, je pense, après, j'ai deux, trois questions plus rapides. T'avais rejoint l'accompagnement, pourquoi initialement? Qu'est-ce qui t'avait Hum, convaincu? Qu'est-ce qui t'avait attiré? Qu'est-ce qui m'avait convaincu? C'est une bonne question. Je pense le contenu que tu faisais gratuitement, genre YouTube, etc. Je pense que c'est ça. Parce que bah, j'ai commencé à checker les listes et je me suis dit, bon, faut que je monte en compétence sur les listes. Et je crois que je sais pas si c'est moi qui t'avais envoyé un message, c'est toi qui m'avais envoyé un message, enfin, ton setter. Mais dans l'idée, je crois que voilà, il y a un moment où je me suis dit, bon, faut que je monte en compétence sur les listes, j'ai envie d'accélérer, comment on fait? Et quand tu as envie d'accélérer, souvent en fait, tu as deux choses. Déjà, bah, utiliser en fait les connaissances des autres et pouvoir se faire accompagner là-dessus, c'est important. Et aussi, si tu te fais accompagner gratuitement, bah, tu vas pas avoir la même valeur que si tu payes. Donc c'est humain, je sais, mais je pense que c'est important de mettre, enfin je sais pas, enfin, de l'investissement, d'investir en fait pour se dire bon bah là en fait faut que j'y aille. Et c'est ces deux choses, je pense, qui m'ont convaincu. Après, là vraiment, ce qui m'a, on va dire, convaincu de venir en rendez-vous, c'est toutes les ressources sur l'Emlist et toutes les ressources que tu avais faites de manière générale sur LinkedIn, etc. Ok, ok, très intéressant. Très intéressant. Et bah écoute, en vrai, super intéressant. Dernière question que j'avais pour toi sur la partie du coup mastermind. Euh, Mhm. Déjà, comment t'as trouvé, on va dire, l'évolution de l'accompagnement? C'est vrai que quand t'étais entré, c'était quand même beaucoup plus axé sur la partie outbound et depuis, ça a quand même bien évolué sur beaucoup, beaucoup d'autres sujets. Je sais pas à quel point, je pense pas que t'as pu tout checker. Mm. À quel point tu l'as vécu, c'est quoi ton retour là-dessus? Bah, je pense que enfin, j'ai vu que tu avais recruté pas mal de monde. Donc Ouais, bah, je suis content pour toi que ça se passe bien, etc. Et bah, que toi aussi tu t'avances là-dedans. Euh, Parce que moi je pense que enfin, en fait tu as couvert plus de sujets plus le temps avançait. Bah, peut-être le recrutement on en parlait, mais tu vois c'était pas quelque chose que je suis venu chercher à la base, le recrutement. Les discussions qu'on a eues par exemple sur une VA, même si j'ai pas pris de VA, mais tu vois je sais que ça existe, je sais comment faire, je sais que si jamais j'ai des questions là-dessus, tu vois je peux venir te voir. Et après, bon, pour la mastermind à Budapest, moi, j'aime bien voir les gens en présentiel et je suis content que tu vois, on puisse se rencontrer, que je puisse voir rencontrer d'autres personnes, etc. C'est important. clairement. Et t'as pris la coloc ou pas, ou tu vas solo? Non, j'y vais, faut que je m'en occupe d'ailleurs. Comment? Ah Mais ouais, bah, j'y vais solo. ouais, réserve, hein, t'as pas Ouais, longtemps. ouais, faut que je m'en occupe. Hop. Bah écoute, franchement, Léonard, merci beaucoup. Super intéressant comme cas client. On se revoit, on fait une interview à combien? À 500 000 euros, à 1 million? On va dire 500 000, ouais, 500 000, 1 million. Faut aller On vite, va hein, dire parce un que. million pour être ambitieux, mais Ouais. Disons ça, parce que c'est on- 500 000, on peut s'en voir dans pas si longtemps, hein, si tu ouais, continues sur ce rythme-là, hein. c'est vrai. Ça va 10 ans, un million. Allez, vas-y, on dit ça. Magnifique. Hop. Parfait. Bah, merci Valentin. Merci à toi. Hop.